après, vous inquiétez pas. Bonjour Faustine et bienvenue. Bonjour, non, pas de souci si vous voulez prendre encore quelques minutes, surtout que c'est moi qui étais en retard. Oh, à Donc j'ai peine, à peine. jusqu'à 11h30 avec vous, donc je pense que vous pouvez finir sans souci. Alors non, 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 commencer l'interview maintenant parce que j'ai vraiment envie d'avoir une heure avec toi. Et puis de toute façon, on reprendra les éléments de X-Exchange juste après parce que c'est passionnant. Mais voilà, c'est le jeu, ce sont les contraintes du direct. Je sais que c'est... Donc on baisse la main et on garde par contre J'ai vraiment envie d'avoir ma réponse par rapport aux éléments soulevés par Davy et l'échange qu'il a eu avec Lucas. Alors, Faustine, déjà très heureux de te recevoir ce matin dans GMMVX. À noter que nous avions prévu cette interview il y a quelques mois maintenant et que j'attendais ce rendez-vous avec impatience. Et je ne suis pas tout seul, hein. Beaucoup alors, c'est assez fréquent, mais cette fois-ci, c'était assez récurrent. J'ai reçu beaucoup de messages en privé qui m'ont dit: Waouh, trop cool, Faustine, elle est charmée, très bonne invitée. Certains t'avaient rencontré en live et m'ont dit que tu étais en plus quelqu'un de sympathique, parce que parfois, hein, c'est pas toujours le cas. Donc, très content de t'avoir ce matin. Eh Euh, ben, j'espère que vous ne serez pas déçus avec une telle intro. J'avoue, j'ai mis la pression. Non, mais il y a aucune raison. Alors, écoute, on va commencer, on va rentrer directement dans le vif du sujet, si tu veux. Et ici, en fait, on a une petite habitude, c'est qu'avant de parler de ton travail, de la DAN, de tout ça, d'abord, on veut s'intéresser un petit peu à toi. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ton parcours avant même d'arriver dans le Web3? Et ensuite, on se dirigera petit à petit vers voilà, la DAN, tes fonctions, etc. Eh ben, bien sûr. Et d'abord, merci beaucoup pour l'invitation. Je suis très contente d'avoir une heure avec vous. C'est pas souvent qu'on a autant de temps, y compris sur les panels, sur les conférences. Donc, pour ceux qui me connaissent pas, alors Faustine Fleuret, je suis présidente de la DAN, mais effectivement, j'ai un parcours avant ça. En fait, j'ai un background, j'ai fait des études de banque finance. À la Sorbonne, il y a quelques années déjà, donc je suis diplômée du master banque finance de Paris 1. C'est un master qui m'a tout de suite permis d'aborder en fait l'ensemble des sujets financiers, mais beaucoup par le prisme de la réglementation. Je pense que c'est de là qu'on peut originer le fait que ça peut être assez obsessionnel pour moi comme sujet, mais le master avait beaucoup mis l'accent déjà à ce moment-là. Donc, ça m'a permis de comprendre comment l'ensemble du système financier fonctionne et surtout comment il est encadré. Et c'est pour ça que j'ai eu envie, après mon master, de commencer à travailler pour l'autorité des marchés financiers, donc l'AMF, qui maintenant est assez connue des marchés crypto, puisque c'est l'autorité qui autorise et supervise les marchés de cryptoactifs en France. Donc j'ai travaillé là comme première expérience professionnelle. J'étais pas du tout sur les sujets innovation à l'époque, tout simplement parce que le forum FinTech de l'AMF et de la CPR, qui est une autre autorité financière, peut-être que vous connaissez, tout simplement à l'époque où je suis arrivée, il n'existait encore pas. Il s'est d'ailleurs créé quand je suis arrivée, et c'est vraiment donc à ce moment-là, on va dire que les autorités françaises ont créé une sorte de cadre entre elles pour pouvoir s'intéresser à l'ensemble de l'innovation financière de la FinTech, finalement. Et à l'époque, on va dire que ce qui était plus tangible pour eux, c'était le crowdfunding, le financement participatif, pas du tout les cryptoactifs, pas du tout les blockchains, pas du tout le Web3. Donc voilà, à l'époque, moi, je travaillais sur plutôt les matières premières. J'ai vu se développer un peu l'expertise et le cadre de travail des autorités sur l'innovation. Mais voilà, j'étais pas encore dedans. J'ai quitté l'AMF pour l'Association française des marchés financiers, qui est une association professionnelle comme la DAN. J'y reviendrai pour présenter la DAN, mais qui représentait non pas comme la DAN aujourd'hui le Web3, mais les professionnels de marché en France. Donc, j'ai continué à travailler sur les sujets matières premières, mais en fait, j'ai plutôt élargi mon expertise au marché financier en général. J'ai coécrit un livre à l'époque avec mes collègues sur la réglementation financière des marchés qui venait d'être révisée, qui s'appelle MIF2. Peut-être également que c'est une réglementation dont vous avez entendu parler parce que dans le cadre de ce qui s'est fait sur les marchés cryptoactifs, on s'est beaucoup inspiré de MIF2. Et donc, à la MAFI, dans cette association, j'y ai travaillé pendant
à peu près 2 ans et c'est à ce moment-là, en France que, alors il y avait le boom des ICO, il y a eu, l'AMF qui a commencé à se préoccuper de ce qui se passait parce que, bah, dans ce boom des ICO, il y a eu aussi beaucoup de gens lésés, beaucoup d'épargnants, beaucoup de Français, qui ont subi malheureusement, les arnaques de certains Donc là, on est en quelle et année? On donc est en 2017-2018 à peu près, c'est ça? Donc on est avant en la loi Pacte, hein? 2017. On est 2017, juste ouais. avant parce que D'accord. c'est ces réflexions, enfin c'est toute cette émulation autour des ICO, toute cette attention enfin c'est à ce moment-là que l'AMF s'est penchée sur le sujet. Et effectivement, c'est à ce moment-là qu'elle a commencé à réfléchir à faudrait peut-être encadrer la chose parce que effectivement rien n'existait à l'époque. Donc voilà, 2017 à peu près. Sauf qu'à l'époque, alors déjà, il n'y avait pas d'association professionnelle pour représenter ces acteurs de marché crypto. Et les acteurs eux-mêmes, les entreprises françaises elles-mêmes étaient très peu connues de ces autorités là, qui elles, forcément, elles connaissent beaucoup plus la place bancaire et financière de Paris. Et donc, quand elles se sont intéressées à comment est-ce qu'on pourrait, est-ce qu'on devrait et comment est-ce qu'on pourrait réglementer les ICO, et puis bah, elles ont commencé à tirer le fil de la pelote, elles ont découvert les marchés secondaires, elles ont découvert les plateformes, etc. En fait, quand elles ont posé ces questions, quand elles se posaient ces questions, elles sont pas aller voir l'écosystème crypto parce qu'elle ne le connaissait pas, parce qu'elle ne savait pas tellement à qui s'adresser. Parce C'est qu'il la n'était pas, il problématique était quand vous pas n'avez pas constitué, c'est ça. d'association. Il n'était pas fédéré. Elle était C'était très nébuleux, peu quoi. mature, Ouais. c'est sûr. C'était très peu mature. Alors, il y avait déjà parce que, enfin, j'y reviendrai. Enfin, c'est ce travail que moi j'ai fait à la MAFI d'aller chercher ces acteurs. Il y avait déjà, voilà, des coin house, des Kaiko, des blockchain partners. Il y avait quand même déjà des gens qu'on pouvait facilement identifier, aller chercher. Mais les autorités françaises, quand elles ont commencé ce travail, en fait, elles se sont tournées vers les gens auprès desquels elles se tournent d'habitude, à savoir la place bancaire et financière de Paris, et à travers cette place, les associations professionnelles de la place dont faisait partie la MAFI et dont bah, vous en connaissez peut-être d'autres noms, hein, la Fédération bancaire française, l'Association française de la gestion. Voilà, c'est plutôt ces acteurs-là avec lesquels elles travaillent d'habitude. Et donc, quand elles se sont intéressées aux cryptos et qu'elles se sont posé la question de comment les encadrer, elles se sont tournées vers les associations. Euh, le problème, c'est que personne dans les associations professionnelles de la place bancaire et financière, d'une part, était forcément connaisseur. Enfin, les ICO, moi, je me rappelle une première réunion de travail où personne n'en avait entendu parler. Personne n'avait forcément envie de s'y intéresser non plus. Parce qu'il y a quand même, enfin, les associations se croulent sous beaucoup d'autres sujets. Je parlais de MIF2 qui venait de se mettre en application. Voilà, il y avait quand même suffisamment de boulot. Donc, enfin, ça a été, on va dire, une chance pour moi d'être, on va dire, la plus jeune dans l'association et appétente par rapport au sujet innovation. Donc, en fait, je me suis retrouvée à traiter le sujet au sein de la MAFI, qui voulait quand même pouvoir répondre à l'AMF à l'époque. Donc, j'ai travaillé beaucoup à cette réflexion avec l'autorité des marchés financiers pour rendre une réflexion. Et en fait, ce que je voulais pas, c'était le faire en chambre avec les banquiers et les marchés traditionnels que représentait la mafie. Donc ouais, je suis allée voir voilà, Coinhouse, Geico, Ledger, Liquidshare à l'époque qui existait encore, etc. Je suis allée voir ces gens-là pour comprendre leur business, comprendre comment ils fonctionnent et bah, essayer de voir avec eux, voilà, leur expliquer, bon, déjà, vous êtes dans le radar des régulateurs, d'une part, donc ils se posent plein de questions. Est-ce que vous faites des activités financières? Est-ce que vous devriez être régulé sous la réglementation financière classique? Est-ce que vous faites quelque chose de nouveau? Comment ça marche, etc. Et donc, j'ai mis autour de la table, au sein de la MAFI, les membres traditionnels de la banque finance qui étaient membres de la MAFI, cette association pour laquelle je travaillais et ces quelques acteurs français les plus, on va dire, établis à l'époque, ce qui n'a rien à voir avec aujourd'hui évidemment en termes de maturité. Ok. Et donc voilà, petit à petit, c'est Eh comme ça que je suis ben, tombée dedans. merci pour cette un peu plus qu'intro, mais c'est bien parce que ça nous a permis en fait en filigrane de voir aussi comment les choses elles ont évolué dans l'esprit que ce soit du régulateur qui finalement a été en réaction et des acteurs de marché. Donc tu as cité Ledger, Coinhouse, les fleurons entre guillemets crypto français. Comment eh bien ils ont compris l'intérêt de se fédérer, de s'organiser justement pour faire partie
faire porter leur parole, avoir voix au chapitre, j'imagine, on y reviendra tout à l'heure sur les Mhm. évolutions réglementaires. J'imagine que voilà, euh, tout seul on va loin, mais ensemble on va plus loin. Et donc c'est un peu, j'imagine, le motto un peu de la DAN. Complètement. Alors, il y a plusieurs sujets, effectivement. C'est pour ça que je voulais. Enfin, j'ai peut-être été longue, pardon, sur Non, 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 l'intro. je t'en Mais prie. non, non, mais c'est pour ça que je voulais notamment souligner un des problèmes à l'époque qui s'est posé en 2017 et la date c'est 2020. Donc, il y a encore un peu de chemin qui est parcouru derrière. Mais oui, le premier problème, quand il y a une innovation qui émerge, et là, en l'occurrence, la crypto, le Web3, c'est pour les acteurs traditionnels, des régulateurs, mais pas que, hein, c'est de savoir à qui s'adresser pour avoir de l'information. Et effectivement, le manque de point de contact central qu'est une association professionnelle, quand on veut des informations sur un secteur ou même qu'on veut être mis en contact avec certains éléments du secteur, bah, c'est pénalisant. L'autre chose pénalisante, c'est que, voilà, je parlais de CoinHouse, j'ai pas mentionné Wharton, qui était aussi là à l'époque. Enfin, tous ces premiers acteurs qui effectivement se sont retrouvés un peu face au mur d'une réglementation à venir, bah, c'est des acteurs qui structuraient, alors que, en fait, ce qu'on se rend peut-être pas compte de l'extérieur, c'est le travail et le temps à dédier pour participer aux réflexions des autorités, participer parfois à la rédaction et être en vigilance constante par rapport à ce qui se passe dans les débats, bah, que ce soit au sein des autorités, puis ensuite au Parlement, etc. Et en fait, c'est du temps et de la ressource qui, pour des jeunes entreprises, et c'est encore le cas aujourd'hui, même si les premières, voilà, elles sont plus grosses aujourd'hui, mais il y a quand même toujours un écosystème énorme de jeunes entreprises, de jeunes structures, de start-up. C'est du temps et de la ressource qu'elles n'ont pas, en fait. C'est très compliqué. C'est très compliqué pour une start-up où il y a les cofondateurs et ils peinent à recruter peut-être le premier dev ou j'en sais rien, mais bah, d'avoir le temps finalement de s'y intéresser, de discuter avec les autorités, de discuter avec les parlementaires, c'est du temps finalement qu'ils n'ont pas. Donc en fait, l'association, elle s'est aussi imposée parce qu'au bout d'un moment, tous ces premiers, on va dire ces pionniers crypto qui discutaient avec les autorités, bah, au bout d'un moment, elles ne pouvaient plus, outre le fait qu'une voix industrielle, on va dire, c'est-à-dire un message cohérent de la part du secteur, porte toujours plus que des messages individuels. Ça, il faut aussi Hmm. l'intégrer. C'est que quand il y a une autorité qui vient nous voir, qu'on lui dit votre réglementation, elle ne va pas pour telle raison, nous, en tant qu'association, ça porte beaucoup plus que un acteur qui va dire blanc, l'autre blanc clair, Ouais. l'autre blanc Il crème, faut centraliser jusqu'à gris, jusqu'à noir. Tout centraliser à les fait. idées, les critiques ouais, histoire d'avoir plus de poids, quoi. Oui. Alors, si tu veux, comme ça, on va avancer un petit peu. Est-ce que tu peux justement, voilà, nous dire, parce que c'est vrai que la DA n'est pas très connue du grand public, je trouve en tout cas, et du point de vue des acteurs crypto. C'est un peu une association à laquelle voilà, on adhère. Disons qu'on ne sait pas exactement, Mhm. alors très sincèrement, hein, on ne sait pas exactement en tant que professionnel du secteur à quoi vraiment ça va servir. Je crois qu'il y a une newsletter, il y a un truc qui permet Mhm. de poster des offres d'emploi sur la newsletter. Donc ça aussi, c'est quelque chose que vous faites et qui est plutôt, je trouve, Oui. utile. Et puis à côté de ça, voilà, on imagine hein, que eh bien, vous allez porter un peu la parole. Notamment, je me rappelle à l'époque, vous aviez été actif en parallèle d'Asher sur la réglementation concernant, je crois, les influenceurs crypto. Donc, voilà, vous avez des combats parfois que vous menez, mais est-ce que tu peux voilà, nous pitcher un petit peu c'est quoi la DAN, les différentes missions que vous avez, et ensuite on passera sur le périmètre d'action, les faits d'armes, etc. Oui, alors en tant qu'association professionnelle, on va avoir une grande mission et derrière, ça se décline en beaucoup, beaucoup d'actions différentes que l'on doit faire. Mais notre grande mission, c'est de permettre aux entreprises du Web3 de se développer et de croître en France et en Europe. Donc ça, c'est, on va dire, la mission macro. Et derrière, qu'est-ce que ça veut dire? Il y a quand même plusieurs problématiques aujourd'hui auxquelles font face les entreprises du Web3 pour se développer. D'une part, et j'ai cru entendre quand je suis arrivée, mais c'est toujours vrai, il y a encore beaucoup de pédagogie à faire, et notamment auprès de gens qui aujourd'hui décident et légifèrent sur le secteur. Parce que le Web3 est encore un sujet, on va dire, nébuleux pour ceux qui ne sont pas les early adopteurs, des early investisseurs ou des early utilisateurs d'applications.
Je parlais du temps alloué pour des acteurs crypto pour participer à des débats réglementaires. Quand on prend les autorités, quand on prend les parlementaires, quand on prend le gouvernement, les administrations, c'est aussi des gens qui traitent de plein de sujets et qui donc n'ont pas un temps infini pour développer leur expertise sur des sujets sur lesquels ils vont être amenés à décider ou légiférer. Donc en l'occurrence le Web3, et on le sait tous, surtout que je pense qu'on est beaucoup ici autodidactes et qu'on est rentré dans le secteur avec beaucoup de volonté et beaucoup de travail personnel. C'est très long que d'expliquer comment ça marche, à quoi ça sert, et surtout, et ça va être plus cela sur lequel on va accentuer nous, quelles sont les opportunités, pourquoi c'est intéressant finalement que ces acteurs se développent. Parce que si vous poussez des messages, si vous demandez des choses, il faut qu'en face, les personnes comprennent l'intérêt de, je sais pas, aménager la réglementation, aménager la fiscalité, etc. Donc il y a encore beaucoup de pédagogie à faire parce que les gens en face de nous, qui sont nos interlocuteurs, en tant qu'association professionnelle, nos interlocuteurs, ça va plutôt être le secteur public ou des entreprises du secteur privé qui posent des difficultés au Web3. Je pense à l'industrie bancaire, je pense aux compagnies d'assurance, par exemple. L'une de nos premières missions par rapport à ces gens-là, c'est de faire de la pédagogie pour leur expliquer déjà que ça existe, déjà que ça représente un certain nombre d'emplois, un tissu d'entreprises déjà important, et que le potentiel et les intérêts en matière de création d'emplois, création de valeur, création de richesse, compétitivité, souveraineté pour la France, l'Europe, ce sont celles-ci. Donc ça, il faut qu'on pose le cadre et il faut qu'on soit efficace pour que ce soit compris en face et qu'effectivement nos positions Ok. soient plus Donc, on faciles a une à partie appliquer. lobbying, une partie, on va dire, éducation. Voilà, je suis plus dans la partie Ouais, pédagogie. c'est Je suis ça. même pas encore dans la partie Ouais, c'est lobbying. ça. Mais justement, donc sur la partie éducation, donc ça, effectivement, c'est fondamental, et notamment pour les acteurs existants, j'imagine, mais aussi peut-être pour un nouvel entrant qui voudrait se lancer aujourd'hui et monter une boîte crypto. C'est bien qu'il adhère à la DAN pour voilà, obtenir des informations, ce genre de choses. Complètement, et c'est pour ça aussi que je développe beaucoup depuis quelques mois aussi notre réseau de partenariat au sein d'incubateurs et d'accélérateurs pour justement aller sensibiliser jusqu'aux plus petites structures sur l'intérêt de comprendre dans quel environnement on évolue, parce qu'il y a une réglementation sur certains cas d'usage qui existe déjà. Il y a déjà eu un certain nombre de choses qui ont été faites. On parlait de la loi influenceur juste avant, où effectivement on a fait un énorme travail. Asher a été une caisse de résonance très importante pour relayer ces messages. Il faut que les jeunes structures, jusqu'aux plus petites structures, comprennent qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui est déjà en place, mais aussi, et je pense de façon plus importante, comment elles sont elles aussi actrices de ce qui doit se construire, parce que tout n'est pas construit. Et je pense que c'est quelque chose qui n'est pas forcément bien compris, parce qu'on a eu l'impression avec l'adoption du règlement européen MiCA que ça y est, la réglementation de la crypto et du Web3 était construite, était en place, mais en fait, c'est pas du tout le cas. Il y a beaucoup de cas d'usage autres. Je pense à la finance décentralisée, je pense à tous les usages autour des NFT. Aujourd'hui, en France, il y a beaucoup de débats sur qu'est-ce qu'on fait des jeux vidéo Web3. Voilà, il y a encore beaucoup de choses à construire. Et c'est pour ça que jusqu'aux jeunes structures qui n'ont pas l'impression peut-être d'être concernées par les travaux de l'association ou par ces débats, au contraire, là où il y a encore une page vierge de comment est-ce qu'on encadre telle application, c'est justement le bon moment pour pouvoir informer les autorités sur à quoi ça sert. C'est hyper intéressant, ça nous permet de prendre une place sur ce segment économique à l'échelle internationale. Et pour cela, une réglementation adaptée et proportionnée serait celle-ci, parce que mon business est jeune, donc je ne peux pas avoir un socle de règles trop important, sinon je ne peux pas innover, je ne peux pas me développer. Je veux faire face à des concurrents déloyaux, donc il me faut quand même un cadre minimal qui me permet, qui permet
voilà, d'ancrer la réputation du secteur, d'ancrer la confiance des utilisateurs, il me faut un cadre de supervision parce que voilà, on réglemente au niveau français, au niveau européen, donc pas au niveau international. Donc, il faut faire attention à cette concurrence déloyale qui peut venir de l'étranger. Et qui Voilà, vient. c'est toutes ces choses. D'ailleurs, alors moi, j'ai une autre question, mais d'abord, tu parles de Oui. concurrence déloyale. Alors, elle est ressentie, alors notamment à l'époque, lorsque Binance, qui n'est pas encore PSAN, dépose 100 millions, enfin, annonce qu'il va mettre 100 millions d'euros pour développer l'écosystème Web3 en France. Ensuite, il obtient le PSAN en dépit de sa réputation et de ses différentes affaires judiciaires en cours à l'époque. Donc là, on a des gros acteurs comme Crypto.com, etc. Et on a un sentiment en France justement de cette concurrence un peu déloyale du fait de la lourdeur et du coût réglementaire et compliance obligatoire. Et donc ça, tu le ressens de la part de tes membres, ce côté, mais en fait, on est trop petit face à cette concurrence internationale qui arrive. Et en fait, ils sont tous en train de nous bouffer parce que eux, ils ont des milliards, nous, on n'a pas. Et que ne serait-ce que la compliance, on parle même pas de la stratégie Mhm. go-to-market, ne serait-ce que la compliance coûte en moyenne 500 000 euros par an, quoi. Alors, il y a plusieurs sujets effectivement, et à l'époque, enfin, on est toujours monté au créneau sur ces sujets de concurrence déloyale, que ça vienne de l'étranger ou que ça vienne de l'interne, hein, parce qu'il y a aussi de la concurrence déloyale d'acteurs domestiques, parce qu'ils décident de ne pas respecter la réglementation face aux autres. Donc effectivement, il y a plusieurs sujets. Ce qu'il faut comprendre souvent, c'est que alors notamment les régulateurs, qui vont être peut-être les premiers à impulser la réglementation. Derrière, et voilà, il y a l'administration, le gouvernement qui va reprendre le sujet. Mais si les régulateurs sont les premiers à y réfléchir, dans leur mandat, il n'y a pas tellement la compétitivité de l'économie. Donc en fait, quand on commence les réflexions autour d'une réglementation, ça va être plutôt avec un objectif, voilà, protection de l'investisseur, stabilité des marchés, lutte contre les abus de marché, lutte contre la criminalité financière. Donc, on peut imaginer un arsenal de règles hyper imposant pour ce faire, mais parce qu'en face, on se dit pas, mais voilà, la compétitivité de mon industrie, Hmm. ça serait Le peut-être de pas en patriotisme, mettre trop, trop, ouais, trop. le patriotisme. Mais d'ailleurs, ça, c'est très français, hein, parce qu'on voit d'autres pays, notamment les États-Unis, mais pas seulement, même des pays européens comme l'Allemagne, qui ont tendance à quand même d'abord voir les intérêts de leur industrie domestique, quitte à être un peu plus souple. Nous, en France, on est grave zélés sur ces trucs-là, au risque de tuer un Alors, secteur, non? bah, non, alors je vais revenir dessus, et surtout que l'Allemagne, pour le coup, elle est un tout petit peu plus, Alors, je parlais on pas va dire, de pénible que l'Allemagne la France au sur le niveau, Web3, donc ça dépend de ses économies. ouais, je parlais Ouais, pas on va dire que ça de va la dépendre crypto, parce du que c'est secteur. vrai que la BaFin est quand même très exigeante en Allemagne. Mais non, alors là, eux, je parlais surtout de leur industrie automobile. Mais vas-y, Oui, vas-y, je te oui, laisse oui. continuer. Mais alors, effectivement, juste pour reprendre, voilà, il y a le sujet que réflexions, il faut que nous, on soit en capacité d'arriver en disant, bon, effectivement, votre socle de règles, bon, on est baqué contre la fin du monde. Seulement, en face, vous avez des acteurs qui doivent se développer, qui doivent innover et dans un contexte de concurrence internationale forte. Donc, peut-être rationalisons et réfléchissons à ce deuxième objectif qui est le développement du secteur. Donc, effectivement, nous, la mission dans le cadre de ces débats réglementaires, c'est souvent de rappeler à du pragmatisme. Parce que le point de départ, peut-être qu'il faut que je le rappelle, parce que ça peut aider à la compréhension de ce qu'on fait. Et parce qu'au début, c'était pas compris, mais la réglementation, il va y en avoir. Il va y en avoir sur l'ensemble du Web3. C'est-à-dire que la position que le secteur ne peut pas adopter, c'est celle de dire il ne faut pas de réglementation. Déjà parce que c'est pas souhaitable, mais surtout parce que c'est pas entendable pour les autorités. Donc le point de départ, voilà, je pense que si maintenant on a tous l'hypothèse de départ sur laquelle on est clair, c'est que la réglementation, il va y en Non, mais avoir. là, Donc l'enjeu, la question, c'était c'est même. qu'elle soit la mieux. Bah, c'était surtout, Oui, est-ce qu'on on ne surtranspose pas? Est-ce qu'on n'a pas, alors oui, tu vois, est-ce qu'on n'a pas toujours envie j'arrive. d'être à la pointe? Ouais, vas-y. Non, non, tout à fait. Donc voilà, le point de départ, c'est celui-ci. Nous, il faut qu'on fasse attention
parce qu'effectivement, en général, les premières moutures de la réglementation qu'on va nous montrer, ça va être extrêmement strict, hein. La loi influenceur, le point de départ, c'était quand même les influenceurs n'ont plus le droit de parler des cryptos que des PSAN agréés. À l'époque, il n'y en avait pas. Donc Ouais, vraiment, c'était un point de c'était départ, c'était tout complètement noir. lunaire en fait. Heureusement, Ouais. on est arrivé à un point de départ, à un point, enfin notre point d'arrivée a été beaucoup plus favorable, mais parce que voilà, on a expliqué que c'est pas favorable, que voilà, les PSAN enregistrés ils ont droit à bénéficier de canaux de communication. Donc voilà, ça a été un travail de pédagogie et de lobbying assez important, Mhm. et on arrivait à un point d'arrivée quand même beaucoup plus favorable. Et notamment en expliquant voilà les coûts de conformité que mettent en place les PSAN aujourd'hui. Bah, si c'est pour avoir pas le droit de communiquer, et surtout, et c'est là où je voulais en venir, parce qu'il y a le coût de mise en conformité et le coût pour les acteurs, mais en face, il y a le besoin de supervision qui, pour nous, c'est là où ça pêche le plus. C'est-à-dire que on met en place des réglementations, on l'a vu au niveau français, on a mis en place le cadre PSAN, on a demandé aux acteurs de jouer le jeu de la réglementation en France avant même qu'il y ait un cadre européen. Les acteurs, ils comprennent l'intérêt éventuellement d'avoir une réglementation en avance de phase parce que on a besoin de susciter la confiance dans le secteur, on a besoin de créer une meilleure réputation parce qu'on revient quand même de loin, hein, sur la crypto et le Web3, ça a été quand même, c'est quelque chose qu'il faut d'ailleurs continuer à poursuivre, hein. Il y a toujours beaucoup d'idées négatives qui circulent. Voilà, donc ça peut être compris, sauf que ce qui n'a pas suivi, c'est la supervision. Quand on met en place des règles, il faut un arbitre, parce que sinon, qui pourra inciter qu'elles soient bien suivies? Alors, il y a les acteurs qui comprennent, enfin, qui sont les plus vertueux, les plus crédibles, les plus sérieux, qui vont mettre en place ces règles, et c'est notamment les entreprises françaises, quand on parle de la réglementation PSAN, mais les acteurs étrangers doivent la suivre aussi. Il y a des acteurs étrangers qui ont joué le jeu aussi assez vite, hein. Je pense à Bitpanda, hein, qui a été enregistré assez rapidement. Mhm. Mais effectivement, il y a tout un lot d'autres entreprises qui auraient dû être enregistrées PSAN depuis très longtemps qui n'ont pas été. Donc ça, c'est un premier problème. Mais le vrai problème, c'est qu'il n'y a jamais eu de sanction parce qu'il n'y a pas de supervision. Et ça, c'est un énorme sujet parce que comment on fait pour, d'une part, inciter les entreprises à suivre les règles si derrière on sait qu'il se passe rien si c'est pas le cas, s'il n'y a pas de sanction parce qu'il n'y a pas de supervision. Et du coup, comment on fait pour créer les conditions favorables d'adoption des cryptoactifs? Parce que la réglementation a cette vertu, voilà, d'apporter la protection de l'investisseur, de lutter contre la criminalité financière, etc. C'est des objectifs que je pense on peut tous admettre comme louables. Sauf que pour qu'ils soient atteints, il faut que cette réglementation soit suivie et qu'elle soit crédible. Et sans supervision, elle ne l'est pas. Donc c'est vraiment ça le problème qu'on a eu en France. Et c'est le problème que l'on craint se voir se reproduire en Europe avec la réglementation MiCA, parce qu'il nous faut la supervision, c'est-à-dire les ressources et l'outillage des régulateurs qui soient suffisants et pour arrêter de frustrer l'écosystème qui joue le jeu. C'est vraiment négatif pour absolument tout le monde que l'on n'ait pas la bonne supervision en face, que ce soit les acteurs qui jouent le jeu, que ce soit les autorités qui cherchent à faire, enfin qui visent à des objectifs réglementaires. Ok. Très intéressant. N'hésitez pas, les amis, en commentaire, si vous avez des questions à poser à Faustine, on les relaiera. Moi, de mon côté, je voulais savoir, donc, l'ADAN, c'est pas seulement en France, tu le précises, et même sur votre Oui. site, c'est précisé, c'est aussi donc en Europe. Comment vous assurez la synergie entre, est-ce qu'il y a d'autres ADAN, alors qui s'appellent forcément pas ADAN, mais donc d'autres pays européens, et Mhm. comment vous travaillez ensemble, et quels sont les pays qui sont les plus coopératifs ou les plus à l'avant, à l'avant-garde justement de ce lobbyisme pro-industrie crypto, et quels sont les pays sur lesquels c'est peut-être un peu plus compliqué? Alors, il n'y a pas d'ADAN dans tous les États membres. C'est le travail qu'on a mené quand on s'est créé en 2020, c'était d'identifier des associations sœurs, des homologues de l'ADAN. Ce dont on s'était rendu compte, c'est que des associations professionnelles de la fintech, oui, il y en a à peu près partout. Des associations professionnelles sur les cryptoactifs, sur le Web3, non, il n'y en avait pas partout. Il y a des associations, un peu comme il existait en France avant la DAN, hein. Je ne sais pas pour ceux qui sont là depuis le plus longtemps, s'ils ont connu la chaîne Tech, s'ils ont connu la FGC, qui s'est renommée la FD2A. Voilà. Mais c'était des associations qui, on va dire, regroupaient des gens intéressés par le Web3 à l'époque. Mais voilà, c'était pas une association professionnelle, c'était des personnes physiques plutôt. Il n'y avait pas de permanent
à 100% du temps dédié sur l'association. Et en fait, c'est ça, à la limite, qu'on pouvait retrouver dans les autres États membres, c'est-à-dire voilà, des associations, on va dire des regroupements de personnes intéressées, des clubs de gens qui voulaient discuter, qui organisaient des événements, voilà, comme il y a eu les crypto-monnaies, les meet-up, etc. à l'époque en France. Donc en fait, non, il n'y a pas d'ADAN partout. On essaie d'identifier, parce que là je parlais de 2020, le premier travail qu'on a fait, mais il n'y en a pas forcément qui se développent partout, mais tout simplement parce que l'écosystème crypto dans chaque État membre n'est pas du tout aussi dynamique que celui en France. L'écosystème Web3 français est le plus dynamique d'Europe. Donc c'est là où il y a le tissu d'entreprise aujourd'hui le plus important, là où il y a eu une structuration beaucoup plus importante, et notamment parce que la réglementation est arrivée en avance. Donc il n'y a pas un besoin. Et d'ailleurs, c'est peut-être une anecdote que je peux raconter. Pour ceux qui connaissent le député belge Christophe de Beukelaer, il y a, je crois, 1 an et demi, 2 ans, il était venu nous voir à la DAN en disant bah, ça serait vraiment super que vous développiez la DAN belge pour représenter le secteur belge du Web3. Voilà, on aurait pu penser, nous, à développer une ADAN de la francophonie pour commencer à développer. Enfin, c'était à l'époque où on regardait comment nous développer à l'Europe. Donc, effectivement, donc cette approche-là. Et en fait, donc nous, bien sûr, on aurait été absolument ravis de le faire. Mais ensuite, quand le député allait voir l'écosystème local belge, en fait, il n'y avait pas d'appétence à se regrouper au sein d'une association professionnelle parce que bah, pas assez d'acteurs, pas de perception que c'était intéressant pour eux de porter une voix unifiée industrielle, pas un dynamisme suffisant pour dire d'animer une association. Donc en fait, il y a aussi ça qui explique que tous les États membres aujourd'hui de l'Union européenne ne disposent pas d'une association professionnelle qui va représenter l'écosystème local. Parfois, l'écosystème est vraiment très peu mature. Il n'y a pas d'intérêt. Parfois, il n'y a pas il n'y a pas d'envie non plus de forcément se parler. Donc voilà, donc c'est pour ça qu'aujourd'hui la DAN est la plus grosse association professionnelle En Europe, ouais. Et alors, En Europe en termes de membership. et avec l'uniformisation justement on va dire des régimes législatifs avec MICA, est-ce que vous avez pensé, au lieu d'aller parler avec des assos ailleurs qui n'existent pas, de vous, effectivement, vous ouvrir et créer des succursales ou, je sais pas, pour influer aussi au sein d'autres pays? Bah, mieux que penser, on le fait, en fait. Ok. Donc, on est, alors je sais, enfin, pour ceux qui ont déjà visité le site ou pour ceux qui sont intéressés à la DAN avant aujourd'hui, on ne s'est jamais brandé comme une association franco-française. Il a fallu, via un point de départ, on s'est créé à Paris, on a commencé à représenter l'écosystème français, mais voilà, dans la DAN, il n'y a pas marqué français. Notre site, c'est adan.eu, c'est pas adan.fr. Mais parce que la vision a toujours été celle-ci, que de toute façon, une innovation comme le Web3 transfrontière, finalement, pourquoi ça va s'arrêter aux frontières de la France? Et surtout, bah, les travaux européens, la réglementation européenne, on travaille dessus depuis le début. Moi, je suis à l'association depuis sa création en janvier 2020. Je suis présidente depuis mai 2021. Donc avant, j'étais directrice stratégie relations institutionnelles. Donc c'est vraiment moi qui traitais les consultations, les projets de réglementation, draftais des réponses, etc. La première chose que j'ai faite, c'est de répondre à la Commission européenne qui se demandait est-ce qu'on fait une réglementation des marchés de cryptoactifs. Donc les travaux européens, on est dessus depuis vraiment le tout début. Et c'est des travaux qui sont intéressants, bien sûr pour les acteurs français, mais pas que. Parce que, bon, avec effectivement l'Union européenne, bah, les initiatives réglementaires, elles se font notamment au niveau de l'Europe, et en tout cas des innovations, des réglementations nationales. Ensuite, elles vont s'harmoniser au niveau européen. C'est ce qui se passe avec le régime PSAN français qui, voilà, avec MICA, va s'harmoniser au niveau européen. Donc, on a toujours travaillé dessus. Et avec voilà, le développement de l'association, on va dire le fait qu'on grossisse, qu'on a de plus en plus de ressources aussi, on se développe à l'Europe. Et donc, depuis octobre, il y a une permanente de l'association qui est établie à Bruxelles. Et donc, on a ouvert un bureau à Bruxelles pour être au plus proche des institutions européennes, encore plus qu'avant, et pour pouvoir voilà,
nous intégrer davantage dans ce réseau européen. Donc maintenant, on est basé et à Paris et à Bruxelles, et le réseau d'entreprises que la DAN représente, il est toujours majoritairement français, hein. Je ne dis pas qu'on est pan-européen parfaitement aujourd'hui, mais il est de plus en plus avec des membres qui vont venir d'autres pays, et surtout d'autres pays où il n'y a pas forcément une association pour les représenter sur place, et où la DAN, qui est aujourd'hui la plus grosse association, est perçue comme pouvant les représenter. Et ils ont raison en ça, puisque on a ce focus européen depuis toujours, et on travaille sur tous les sujets européens. Ok, trop bien. C'est quoi aujourd'hui les plus gros défis? Moi, j'en vois quatre. Je te les balance et puis tu me dis ce que tu en penses. Comment faire naître les licornes de demain en France? Est-ce que c'est encore possible aujourd'hui? Ou en France, évidemment. Donc, Licorne a une société qui est cotée et qui est valorisée 1 milliard de dollars, je crois. Mhm. Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est comment justement faire en sorte d'adoucir un peu le régulateur qui vient parfois avec ses gros sabots et qui s'en fout complètement de l'impact de sa réglementation sur l'entreprise, mais juste au profit du consommateur et de la lutte, tu en as parlé tout à l'heure, de LCBFT, etc. Comment communiquer auprès du grand public? Est-ce que ça aussi c'est un truc que vous essayez de faire, ou vous c'est vraiment une association professionnelle et c'est pas votre taf de parler au grand public? Et enfin, donc communiquer, voilà, et comment favoriser l'adoption justement des cryptoactifs? Mhm. Voilà, donc je t'en mets quatre comme ça, il y en a peut-être d'autres. Non, mais enfin, je pense que ça, au moins, ça permet d'englober les principaux. Je vais essayer de reprendre point par point. Peut-être sur l'aspect grand public pour commencer, parce qu'effectivement, on est une association professionnelle, donc on va représenter les entreprises et on va défendre leurs intérêts. Néanmoins, ça ne veut pas dire que des actions auprès du grand public ne peuvent pas être intéressantes. Et par exemple, tout à l'heure, vous évoquiez bah, le fait que on va permettre aux entreprises, voilà, on centralise les offres d'emploi de nos membres qui cherchent des bons profils. Ce qui est moins connu, c'est qu'on centralise aussi les candidatures bah, de personnes qui veulent intégrer des entreprises Web3 et qui ne savent pas trop comment vers qui se tourner, on le fait. Et surtout, on est en train de développer une certification professionnelle avec un groupe d'écoles de commerce pour aider à la formation du grand public, mais notamment la formation des futurs collaborateurs et collaboratrices des entreprises du Web3. Donc il y a certaines actions que l'on peut mener parce qu'elles sont intéressantes pour les entreprises et que l'on peut mener au niveau du grand public. Je pense même toute la pédagogie que l'on fait sur l'existence de la réglementation, elle a vocation à toucher le grand public, et ça peut être enfin, des interviews dans la presse, notamment généraliste. Ça peut être dans des conférences un peu plus grand public, comme la semaine dernière, j'ai pu faire à Block Event, par exemple, parce qu'il y a un besoin que le grand public aussi soit mieux informé, et notamment, on le met en exergue dans l'étude annuelle que l'on fait avec KPMG et Ipsos. L'existence d'une réglementation française, elle est encore euh, elle est encore pas tellement connue. Et c'est intéressant que ça le soit. Donc, auprès du grand public, on peut mener des actions, mais bien sûr, derrière, ça veut dire que c'est intéressant pour les entreprises. Sur l'aspect réglementation et compétitivité de notre industrie locale, donc française et européenne, oui, effectivement, il y a un énorme sujet. Je pense qu'on vient de beaucoup l'évoquer. Je voudrais juste revenir sur un point, parce qu'effectivement, les régulateurs, le gouvernement, l'administration en France sont quand même assez ouverts et on dialogue beaucoup avec eux. Même si effectivement, voilà, des initiatives réglementaires, il y a des points de départ qui sont très noirs, hein. J'ai pris l'exemple de la loi influence, mais on peut reparler de voilà la proposition de rendre l'agrément en France obligatoire l'an dernier après la faillite de FTX. Voilà, c'est sûr que les points de départ sont noirs. Ensuite, on est écouté. Et il y a une ouverture et il y a un dialogue qui est possible. C'est quand même des autorités en France qui vont être globalement ouvertes, là où c'est pas forcément le cas dans les autres États membres, voire outre-Atlantique, hein. Je suis pas sûre que ce soit aussi simple de parler avec la SEC que ça l'est de parler avec l'AMF. Donc oui, s'il y a enfin, je voulais juste revenir sur le fait qu'il y a
quand même une ouverture de la part des autorités en France. On peut dialoguer avec elles, elles sont ouvertes à la négociation, au débat avec le secteur. Mais oui, on a encore beaucoup à faire comprendre sur qu'est-ce qu'il faut faire pour la compétitivité. Et c'est pour ça que j'ai beaucoup parlé de réglementation jusqu'à maintenant, mais en fait, il n'y a pas que ça pour aider le secteur. Ça, on est entièrement d'accord. Il y a encore beaucoup d'autres initiatives en matière de politique publique qu'il faut faire pour soutenir le secteur et surtout pour soutenir un secteur innovant. Et c'est là peut-être où on pêche. Et ça me permet de lier à un autre enjeu. Je sais pas si tu l'as abordé quand tu m'as fait la liste, mais euh, je pense que l'un des principaux problèmes de la France et de l'Europe aujourd'hui, c'est de penser que d'avoir une réglementation claire suffit à la fois au secteur pour se développer. Comme je le dis, il faut supporter le secteur d'autres manières, outre que la réglementation, il faut Bah, l'aider. Mais c'est ça ne suffit pas non plus par rapport à la stratégie, pardon, je termine, ouais, qui était que ça permette d'attirer des champions étrangers chez nous qui veulent installer leur siège européen. Et en fait, c'est complètement faux. Et d'ailleurs, on le voit aujourd'hui, il y a une vraie menace que cette attractivité de la France qu'on a voulu, enfin que l'on appelle, que l'on vante, hein, Bruno Le Maire l'an dernier qui parle de faire de la France le hub européen du Web3. Beaucoup de prises de parole plutôt positives du gouvernement et même du régulateur hein, sur le secteur depuis, je dirais, 1 an et demi, 2 ans. En fait, malheureusement, ça ne suffit pas à être vraiment efficace derrière alors, à la fois, puisque je viens de le dire, développer notre écosystème local, il manque beaucoup d'initiatives, mais surtout pour attirer ces champions étrangers. Aujourd'hui, c'est des annonces qu'on a pu voir de grands acteurs internationaux de s'installer en France, parce qu'effectivement, on semblait avoir une meilleure vision de ce qu'est la réglementation, de ce qu'est la fiscalité. Il y avait beaucoup de prises de parole positives. Aujourd'hui, ces acteurs, pour eux, ça ne suffit pas parce que le reste ne suit pas. Et donc, voilà, ça me permettait de mettre et compétitivité et attractivité ensemble pour soulever un vrai mais ça, problème c'est super aujourd'hui qui est une intéressant. vraie menace. Ouais, c'est la Je vais te réglementation ne laisser. suffit pas. Alors justement, en fait, j'avais pas prévu, mais c'est passionnant parce que c'est vrai qu'il y a une idée reçue. Moi qui parle avec beaucoup de d'acteurs de l'écosystème et qui me disent en gros, on voit quand même pas mal de personnes venir en France parce que on se dit que si on est compliance en France, on sera compliance dans toute l'Europe, qu'on prend de l'avance, que la Oui. France est à l'avant-garde. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est la clarté. Qui d'ailleurs fait un peu concurrence avec des pays comme la Suisse ou ce genre de choses, sur lequel là aussi, on sait que là-bas, les règles elles sont claires, peut-être même plus qu'en France d'ailleurs, et surtout, elles changent plus vite. Mais c'est normal, un pays de quelques millions d'habitants avec un pays de 65 millions d'habitants, forcément, ça bouge peut-être aussi un peu plus vite. Donc ça, c'est vrai que c'est une idée reçue, qui est sans doute un peu vraie quand même, j'espère encore. Mais Mhm. toi, tu me dis que c'est vrai, mais c'est pas suffisant. Et alors, qu'est-ce qui, selon toi, manque pour que, eh ben, alors, ça suffit pas. Qu'est-ce qu'il faudrait de plus alors selon toi? Parce que Non. je Mhm. finis. Peut-être ça va Je t'en prie. t'ouvrir sur autre chose. Pour s'installer dans un écosystème, il faut quoi finalement? Il faut une réglementation claire, ok? Il faut un Mhm. marché. Il faut un marché domestique qui soit intéressant, pourquoi pas. Et puis, il faut un écosystème. En gros, il faut qu'il y ait de la concurrence, il faut qu'il y ait des événements, il faut qu'il se passe des trucs. Par exemple, certains vont aux Émirats arabes unis parce que la réglementation, elle est hyper favorable au crypto. Il y a un écosystème Web3 qui est assez bouillant là-bas. Il y a une volonté politique. Il y a des moyens qui sont mis en œuvre, etc. En France, qu'est-ce qui manque selon toi pour eh ben, qu'on devienne aussi attractif qu'on semble le dire depuis quelques années? En fait, déjà, il y a des éléments qui ne sont pas spécifiques au Web3 à la crypto, qui ne nous permettent pas d'être vraiment compétitifs. En tout cas, sur ces éléments-là, je pense au droit et au coût du travail, je pense à la fiscalité. Ça va pas forcément être spécifique à la crypto, mais forcément, quand une entreprise, elle cherche à se développer ou à s'installer, c'est des éléments qu'elle regarde. Une entreprise Web3, elle va pas que regarder, enfin, un PSAN, il va pas regarder que Mika s'il doit s'établir quelque part. Donc, il y a des éléments plus structurels
à la France qui forcément nous pèse un peu. Ensuite, sur le secteur, effectivement, enfin, tu parlais de la dynamique, mais là où on va avoir des sujets, c'est qui est-ce qu'on va trouver comme main-d'œuvre aussi, comme profil, comme expertise. On a développé, grâce à la réglementation française, un énorme réseau voilà, de cabinets d'avocats, d'accompagnants sur les aspects juridiques, sur les aspects comptabilité, sur même l'écosystème du conseil. Tout ça, c'est beaucoup développé grâce à la réglementation, parce qu'il a fallu que, que les gens se forment pour accompagner. Mais il y a d'autres. Enfin, on parlait tout à l'heure de la formation et de fait qu'il en manque aujourd'hui pour trouver. Enfin, les entreprises peinent à trouver les bons profils pour se développer. Et on l'avait mis en exergue dès notre première étude en 2022. On avait interrogé un panel d'entreprises, quasiment toutes, hein, je crois que c'était 97% cherchaient à recruter, mais elles ne trouvaient pas en face. Elles ne trouvaient pas en face les profils formés. Donc, bon, aujourd'hui, ça veut dire que les entreprises doivent former, donc ça prend du Ou temps. les écoles, on a Et, Alira, on a ah non, mais c'est ça. Ouais. Mais ouais, mais il y a encore 2 ans, c'était Oui, oui, non, très peu mais je veux dire connu que et beaucoup maintenant, moins ça, c'est développé. peut-être un peu plus développé, mais pas suffisamment peut-être. Le bassin d'emploi Oui, est pas mais ça veut, suffisant. bah, c'est surtout qu'au niveau des formations initiales, on va dire, on a quasiment rien. Alors, on a eu beaucoup plus, mais je dis beaucoup plus et c'est pas suffisant, de modules développés dans les écoles d'informatique ou d'ingénierie. Donc, sur l'aspect développement informatique, code, etc. Sauf que ce que notre étude montrait aussi, c'était que bah, les entreprises, elles cherchaient pour moitié des profils informatiques techniques, mais pour moitié d'autres types de profils, voilà, juridiques, marketing, com, fiscalité, comptabilité. Et aujourd'hui, ce ne sont pas des profils que l'on forme en fait dans ces formations initiales. Donc c'est que soit des autodidactes et on va pas dire que ça suffit pour satisfaire toute la recherche de tout le recrutement des entreprises. Et donc, enfin, c'est complètement insuffisant pour trouver ces profils-là. Donc, il faut absolument que ça suive au niveau de la formation initiale, de la formation continue, et pas que sur euh, l'aspect technique. L'aspect technique, non, les entreprises aujourd'hui, elles se structurent, elles ont besoin Après, on est, de l'ensemble des fonctions. Après, on est quand même dans un écosystème qui est très internationalisé. Moi, je sais qu'aujourd'hui, l'immense majorité Oui, mais des... on n'est pas compétitif. C'est pas Non, les Français ce qui que vont je voulais, récupérer des profils ce que, et au contraire, c'est les Français qui vont être récupérés par des acteurs étrangers. oui, ou alors des acteurs étrangers, ou des builders, nous on appelle ça des builders ici, tu vois, Mhm. mais des porteurs de projets, on va dire, pour parler français, qui finalement ont des équipes tous en remote avec des mecs qui viennent de partout dans le monde en vérité. Et ça n'empêche pas de build sur place, non? Alors ça n'empêche pas, mais ça, c'est beaucoup moins facile pour Ouais. l'identification. Et comme, enfin, comme on disait juste avant, ça renforce la concurrence là où nous, on n'est pas compétitif du coup. On n'est pas compétitif pour enfin, une entreprise française. C'était aussi un constat qu'elles avaient mis en exergue. C'est qu'elles vont plutôt se faire tirer des profils parce que cette internationalisation qu'elles vont réussir à en trouver. Parce qu'elles vont pas, enfin, face à des géants qui ont beaucoup plus de ressources et qui peuvent faire des offres plus intéressantes, c'est bien plus compliqué. Donc, il faut plutôt développer aussi ce bassin de profils. Parce que comme ils sont rares, effectivement, ils sont demandés et ils le savent. Donc, enfin, quand je travaillais chez Consensus, c'était des profils, c'était des gens, ils recevaient des offres tout le temps qui pour des salaires Mais incroyables. justement, Et effectivement, il y a, il y a- c'est il y pénalisant a pour deux, pour le secteur local. il y a deux éléments dont tu parles qui sont hyper intéressants. Il y a les offres qui viennent d'ailleurs avec, je me rappelle, au dernier Bull Run, on avait des offres pour des développeurs qui montaient jusqu'à 1 million de dollars à l'année. Bon, bah, impossible à rivaliser, évidemment. Et puis surtout, ah mince, j'ai perdu mon idée. Ah, tu vois, Bah, si je tu veux, suis je deg. reprends Ouais, sur vas-y, d'autres reprends. idées que j'avais, Vas-y, vas-y. mais parce que l'autre chose qui va pêcher aujourd'hui, c'est le financement, l'aide au financement des projets Alors, c'est bon, Web3, je quelle m'en que soit souviens, la et comme maturité, mais ça, surtout au je début. m'en Est-ce souviens. que tu veux que je te laisse Ouais, et développer comme la ça, tienne? après, je te laisse sur le financement, et comme ça, on clôt cette partie bassin d'emploi qui est passionnante. C'est surtout l'aspect cyclique.
parce que on a l'impression un peu depuis 2017 qu'on a 2 ans où en gros le marché se porte bien, on recrute à toute patate, des développeurs se mettent au Web3, des marketeurs, des juridiques, etc. Ensuite, on a 2 ans de bear où les sociétés, elles licencient à toute patate. On l'a vu, hein, je veux dire, à part Binance qui recrutait encore en bear market, au début du bear market en tout cas, mais toutes les autres ont licencié, mais à fond. Là maintenant, bah, ils commencent à rechercher des profils parce qu'on voit que le marché reprend. Et cet aspect en fait instable, cyclique, fait que c'est aussi compliqué, que ce soit pour les professionnels de se lancer complètement et à temps plein dans le Web3, mais aussi pour les entreprises à recruter en interne, alors qu'aujourd'hui, ils préfèrent passer par des prestataires parce que c'est plus flexible et que c'est plus simple. Moi, je parlais avec des boîtes comme Descoin, etc., qu'on recevra bientôt d'ailleurs Mhm. dans GMMVX et qui nous expliquait que voilà, ils ont vécu les montagnes russes. Et c'est un exemple parmi évidemment tant d'autres. Que penses-tu de ça? Et après, on passe au financement, bien sûr. Oui, alors en fait, le principal problème à la limite que je vois, c'est que on va avoir beaucoup de nos interlocuteurs qui vont entendre parler du Web3 et de la crypto parce qu'ils vont entendre parler de ça via la presse généraliste, via les médias que l'on connaît tous, qui ne sont pas spécialisés, et que eux se concentrent effectivement sur les cycles de marché et que ça va être alternativement, ah, le Bitcoin explose, ah, le Bitcoin crash. Enfin, par exemple, hier, le titre dans les Échos, c'était de mémoire Bitcoin, le tour de magie de Wall Street. Et c'est malheureusement cette couverture médiatique qui est celle qui est consultée par les gens et qui n'entendent donc parler de la crypto et du Web3 que par ce prisme-là, qui est toujours négatif parce que ça va être la Il y bulle a aussi une magique, ça va être réalité le crash bien économique. mérité. Il y a aussi une Mais oui, mais réalité ça, économique quand même. ah, non, mais Les totalement. volumes Mais est-ce qu'elle est s'effondrent. couverte? Ouais. Mais est-ce qu'elle est enfin, est-ce que le reste, est-ce que vous trouvez que le traitement médiatique dans la presse généraliste fait la part Ah non, belle non, mais évidemment justement à pas. l'économie réelle? C'est Complètement justement pas. ça le Ouais. problème. C'est que la façon dont on parle aujourd'hui au grand public, que ce soit les particuliers ou les institutionnels hein, qui lisent cette même presse, la façon dont on traite médiatiquement le sujet ne leur permet de s'y intéresser que par ce prisme-là des marchés et des cycles de marché. Et en plus, avec vraiment une connotation magie Alors, derrière, incompréhension, voilà. ça, Et c'est ça qui rend enfin, mais c'est ça qui fait que c'est problématique. ça nous fait d'ailleurs une transition parfaite pour la partie financement, parce que là aussi, les cycles de marché influent sur les décisions des investisseurs, que ce soit des VC, des business angels, etc., qui finalement resserrent complètement les cordons du financement en période de phase baissière, et par contre qui les réouvrent avec à chaque fois des nouveautés, hein. C'est-à-dire qu'à l'époque des ICO, les VC, les BA, ils investissaient en token complet. Ensuite, comme ils ont pris des belles rafales, ils ont décidé de faire du mixte. On prend du token, mais on veut aussi un peu d'equity. Aujourd'hui, beaucoup de VC disent, j'investis, par contre, je prends un tout petit peu de token, mais je veux surtout de l'equity et surtout, je veux du token libéré au TGE parce que je veux de la liquidité. Donc, et là, je vais te laisser. Donc, tu voulais parler du financement, donc c'est parfait. Mais les boîtes aussi, pour se développer, elles ont Mhm. besoin de fonds. Alors, on va parler des Mhm. investisseurs privés. On va parler aussi certainement de la BPI. Je te laisse nous en dire un peu plus. Alors effectivement, aujourd'hui, la problématique, c'est que les financements traditionnels sont assez difficilement accessibles, que ce soit côté public ou côté privé, même si BPI France fait quand même office euh, de, euh, de lead pour essayer de changer les choses et prend sa part dans le financement de l'innovation, mais c'est encore insuffisant par rapport à tout ce qui est nécessaire Surtout que souvent, ils abondent, hein. de faire. C'est-à-dire qu'ils Oui, oui, investissent non, quand mais il y a eu un premier investissement privé. Ils investissent pas tout seuls, la BPI en général, je crois. et justement, le financement. Alors, si on prend financement bancaire, bon, on connaît tous la difficile relation entre le secteur On pourrait bancaire et faire le 2 heures secteur Web3. d'interview, en fait, Faustine. Il faut que Donc, tu reviennes. voilà, c'est pas la peine de développer pour expliquer que le financement bancaire, c'est relativement mort.
Les financements de marché, c'est peut-être un peu tôt hein, par rapport à la maturité des entreprises de projets Web3. Donc, ça va pas non plus être la solution. Effectivement, le monde de l'investissement, du VC, etc., s'y intéresse doucement et assez averse en fait au risque finalement par rapport à l'écosystème américain notamment. Donc aujourd'hui, ça reste quand même relativement timide, même si il y en a qui veulent essayer de voilà de faire bouger les lignes. On a quand même des fonds aujourd'hui qui ont déjà fait des investissements, mais ça suffit pas. Ça suffit pas. D'ailleurs, on a une initiative au sein de l'association pour essayer de faire bouger, de comprendre. Voilà, on sait qu'il y a des problèmes de pédagogie, d'identification des opportunités au sein de l'écosystème, de compréhension des enjeux derrière où on va. Donc, on travaille étroitement avec Truffle Capital là-dessus pour essayer de structurer quelque chose à destination des VC. Pour leur faire comprendre qu'en fait ils doivent jouer leur part. Mais donc, si on omet donc la problématique financement traditionnel, l'autre sujet, c'est qu'on n'a pas forcément aidé à développer de nouvelles formes de financement qui, elles, seraient beaucoup plus adaptées à cet écosystème innovant et qui mature doucement Tu penses à quoi, et par qui exemple? n'a Crowdfunding? bah, alors, crowdfunding, mais en fait, même toutes les modalités de financement qui reposent sur les cryptoactifs, sur les technologies blockchain, il n'y a pas forcément d'encouragement non plus et il n'y a pas d'aide pour les trouver. Enfin, rien que les ICO qui étaient un mode de financement que l'on avait vu comme beaucoup plus adapté à des stades d'idéation hyper précoces, ça n'a pas du tout été encouragé. Du coup, ça a pas forcément pris. Et nous, on avait poussé pour des dispositions fiscales visant à favoriser, à encourager le financement de l'économie réelle via les cryptoactifs. Il y avait même eu une prise de position favorable d'Eric Verse à l'époque sur ce type d'incitation, mais pareil, ça n'a pas pris. Donc, dans les autres choses, puisque c'est ce dont on parlait, qui manque à côté de avoir un cadre clair réglementaire en France, en Europe, il y a aussi comment on fait pour si le financement traditionnel, pour l'instant, ne fait pas sa part, développer et encourager d'autres types de financements, qui sont possibles, via les nouvelles technologies. Donc voilà, il y a encore beaucoup à faire là-dessus et effectivement l'écosystème européen est beaucoup plus timide, beaucoup plus averse à, promouvoir, une innovation, technologique que ne peut l'être l'écosystème américain. Ok, eh ben écoute, tu vois, je pense qu'on a fait à peu près, même si, comme je disais, on aurait pu continuer encore pendant très longtemps, mais je pense qu'on a abordé les principaux points, les forces, les faiblesses. On a une question, et il n'y en aura qu'une seule, puisque comme ça, on va libérer Faustine à 11h, allez, 32 peut-être. Vas-y Arnaud. Waouh, mince, ok. Faustine, t'as 3 minutes? J'en ai qu'une, mais je vais en prendre trois. Ok, merci beaucoup. Déjà, en fait, j'ai une réaction et une question. Donc, ma réaction qui est par rapport au traitement oui, médiatique de Mhm. l'industrie Web3, du fait que, tu vois, tu sous-entendais que ça nuit au développement parce que ça donne pas forcément la bonne image. Euh, je pense que malheureusement, ça fait un peu partie du jeu. Quand on voit le traitement médiatique qu'on réserve aux géants du Web2, il n'est pas spécialement meilleur. Tu vois, on est tous conscients que on se fait exploiter nos datas. Dès qu'il y a des leaks, je me rappelle du cloud de Sony qui s'est fait hacker, etc., etc. Ben, on en est tous conscients et pourtant on utilise tous des solutions des GAFAM tous les jours parce que en fait ça nous simplifie la vie par bien des aspects. Parce Et qu'on n'a donc pas le moi, choix. bah oui, oui. Alors ça c'est un autre souci, et c'est ma question justement. Mais pour revenir sur le traitement des médias, moi à mes yeux, si tu veux, lorsqu'on aura des solutions Web3 qui seront capables de créer des nouveaux usages ou de répondre à des problèmes d'une manière plus efficace que ce qu'on a actuellement, eh ben on aura de l'adoption parce que la techno, il y aura de l'abstraction, etc., etc. Donc je dis pas que c'est pas bien ce qui se passe, je dis juste que c'est compliqué de se battre contre le système. Ça veut pas dire qu'il faut pas le faire ou essayer de le faire, mais voilà,
le jour où on aura des solutions qui pourront être utilisées facilement et qui régleront des problèmes qui sont massifs, le Web3 sera adopté. Pour moi, c'est vraiment pas une question. Ma question, j'aimerais justement avoir ton avis sur la compétitivité de l'Europe. Et là, je parle pas de la France, je parle vraiment de l'Europe. Tu sais, il y a un adage qui dit aux US on innove, en Europe on régule et en Asie on copie. C'est un peu un cliché, mais il y a quand même un peu de vrai. Euh, je sais pas si, de manière hyper récente, je vois beaucoup d'opinion leaders américains, entrepreneurs qui parlent et ils sont hyper fiers de leur Magnificent Seven, qui sont du coup les 7 plus grosses boîtes tech du monde. Je sais que tu sais, mais pour que tout le monde sache. Et ces boîtes, elles sont issues des époques Web 1 et Web 2. Euh, En Europe, on a un côté, en fait, étant donné qu'on est une union d'une multitude de pays et qu'on veut que ce soit fair pour tout le monde alors que chacun fait ses lois, en fait, j'ai l'impression qu'on a un peu un problème pour faire émerger des géants européens parce qu'en fait, en Europe, les institutions européennes ne veulent pas que les géants français aient plus de facilité que les Allemands. Et donc, en fait, on fait des lois qui sont un peu, qui vont à l'encontre de notre compétitivité. Qu'est-ce que tu en penses, toi, de ça? Alors, forcément, une réglementation pose des contraintes. Je pense que là aussi, il faut se résigner. Donc, forcément, on n'est pas aussi compétitif qu'on on le serait s'il n'y avait pas de réglementation. Donc, à la limite, peut-être le plus que ça, le problème, c'est le rythme d'implémentation de ces réglementations qui n'est pas le même selon les juridictions. Et le fait que ces réglementations ne sont pas non plus non pas les mêmes d'une juridiction à une autre quand il y en a. Et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, l'Europe, elle est pionnière dans c'est la mise en place de cette réglementation. Puisque si on regarde, Donc, il par faut être exemple les fier d'innover États-Unis, sur la régulation, en fait. en fait, C'est on ça en que a tu... besoin. Non, non, je termine parce que sinon, non, ce que je dis, c'est que on a ce cadre, encore une fois, il est fait en avance de phase en Europe. S'il est bien fait, si je prends Mika, il est pas trop mal fait. Franchement, il est pas trop mal fait. S'il est bien fait, c'est censé aider les entreprises à se structurer. Ça, on est d'accord. Le problème, à la limite, c'est qu'il est fait en avance et il est pas fait ailleurs. Donc, ça veut dire qu'il y a encore des zones où bah, les risques qui vont être ceux quand il n'y a pas de réglementation existent et que, comme je le disais, on n'empêche pas ces risques de peser sur l'écosystème européen des entreprises ou des utilisateurs du grand public, puisque pas de supervision et parce que bah, l'innovation, elle est transfrontière. Et c'est là où l'Europe a peut-être pas forcément compris qu'avec l'innovation et les frontières du numérique qui n'en ont pas, bah voilà, on a besoin d'une harmonisation de ces règles et donc si on veut être à la manœuvre, c'est-à-dire mettre le cadre nécessaire pour que tout le monde s'y retrouve, les utilisateurs parce que voilà, ils vont se sentir mieux protégés, les entreprises parce qu'elles savent qu'elles vont pas vivre sans réglementation, donc ça va leur donner la vision. Il faut qu'on soit à la manœuvre pour impulser que ça soit fait partout, ou alors qu'on tienne compte que ça n'est pas fait partout. Donc c'est à la limite, c'est plus le fait que au niveau du rythme, on ait voulu aller plus vite, qu'on ait voulu être moteur, ce qui est une bonne chose, mais que en fait on n'attend pas, mais parce que c'est difficile d'attendre, mais en tout cas on n'impose pas ce rythme aux autres et on pourrait, enfin on devrait l'imposer et si on ne peut pas l'imposer, il faut qu'on incite à ce que les personnes le suivent et les acteurs étrangers le suivent en s'installant chez nous. Et c'est là où en fait il nous manque il nous manque un élément puisque on n'avance pas sur le même rythme, on n'a pas d'arbitre, on a des difficiles moyens d'aller empêcher l'innovation étrangère de s'adresser à nous. Et comme je le disais, aujourd'hui, alors surtout c'est surtout à la limite au niveau de la France, mais pour attirer les champions étrangers, il nous manque aussi des incitations. Donc, euh, donc voilà, je pense que c'est principalement ça le problème, ce qui fait qu'on a encore beaucoup de choses à résoudre, que tout n'est pas perdu, mais que c'est le message que je passe principalement
auprès de nos interlocuteurs. On a l'impression qu'on a pris de l'avance dans la course au développement du Web3 à l'international pour qu'on soit des champions et pour construire des champions. Mais on se repose peut-être un peu trop sur nos lauriers en ce moment par rapport à ce qui reste à faire et là où on a besoin d'un peu plus, de même beaucoup plus de leur part. Ok, bah, merci beaucoup d'avoir pris le temps de répondre à cette question et merci pour ta super interview, c'était très intéressant. On en demande plus d'ailleurs. Faudrait que tu Merci reviennes parce que beaucoup. là il y a trop de questions. Moi, j'ai pris des notes, j'ai 25 questions, hein, donc Bah, écoutez, avec plaisir pour revenir. Allez, Comme je le disais, c'est toujours intéressant des formats un peu plus longs pour s'exprimer, surtout que, alors on a abordé plein de choses, mais j'aurais voulu aborder tout ce qu'on a, enfin tout ce que la DAN a fait qui est peut-être pas visible, toutes les victoires qu'on a eues, tous c'est les vrai enjeux qu'on n'a pas eu qui le. s'offrent à nous, tout le besoin qu'on a du secteur de nous soutenir, le besoin qu'on a d'encore fédérer. Donc voilà, pour les entreprises qui sont représentées là et qui ne sont pas encore membres par rapport à tous ces enjeux que peut-être je développerai mieux une prochaine fois, encore un peu plus. Voilà, c'est vraiment très important de vous avoir à bord du navire à DAN. faut que tu reviennes, c'est une bonne vitrine ici. On a beaucoup de Bah monde qui nous écoutez, écoute, des centaines de milliers de vues chaque seconde. avec plaisir en tout cas, mais effectivement, je vais pas pouvoir vous garder beaucoup plus longtemps. Non, mais c'était très bien, Faustine. Encore merci d'être venue. Je reçois vraiment en privé et dans le club privé GMMBX aussi que des compliments de deux ordres. Le premier, c'est bah voilà, c'est clair, c'est structuré, tu sais de quoi tu parles et c'est vraiment super sympa parce que c'est pas toujours le cas, voilà. Et puis deuxièmement, voilà, on peut pas ne pas dire que tu es une femme. Enfin, a priori, je voudrais pas m'avancer là-dessus. Et c'est vrai qu'on manque de femmes dans l'écosystème et que pour le coup, bah, ça fait plaisir d'en avoir une et à cette position. Donc, merci pour ça. Faustine, on va donc te libérer. Merci infiniment. Et le rendez-vous est pris. J'aimerais bien ouais, que tu reviennes, pourquoi pas en septembre. Et cette fois-ci, on abordera peut-être un peu, bah, soit on ira un peu plus dans le détail de ce qu'on a évoqué aujourd'hui, soit on ira sur d'autres thématiques et notamment sur l'effet d'armes de la DAN sur lequel on n'a pas pu malheureusement s'apesantir, mais je pense qu'en introduction, on a quand même fait le taf. Merci encore Faustine et puis bah, belle journée à toi. Merci, merci. Belle journée à tout le monde et encore merci pour l'invitation. Avec plaisir. Salut Faustine. À bientôt! Bye bye. Ciao.